Le gardien. Je préfère la solitude à la compagnie parce que les gens se moquent de mes lunettes et de ma voix de fausset. Une voix qui, dès que je suis troublé, se met à bégayer. Aussi, lorsque le directeur de ma maison m'offrit un poste de gardien de son dépôt à 20 kilomètres de Salaria, j'acceptai sans discuter. Le dépôt se trouvait dans un vallon, entre de petites collines vertes et perlées. Imaginez un quadrilatère dénudé et poussiéreux au fond d'un creux, entouré d'un mur fait de briques neuves empilées, avec de nombreuses baraques longues et basses, adossées à l'enceinte, et, au milieu, une barrique penchée sous un tuyau courbé à angle droit, suintant goutte à goutte. Dans les baraques, un peu de tout, des sacs de ciment, tubes, d'huile, barils de goudron, tas de poutres, amas de briques. L'une de ces baraques me servait d'habitation. 2 pièces nues avec un lit pliant, une table et quelques chaises. On pouvait se croire en pleine campagne, loin du monde, mais il suffit de monter sur une des collines pour voir la salaria et les platanes striés de blanc, et un peu plus bas, l'enseigne de l'auberge des chasseurs, où j'allais manger chaque jour. On m'avait muni d'un revolver d'ordonnance avec plusieurs chargeurs et d'un fusil avec lequel, parfois, j'allais chasser l'alouette sur les collines. Il n'y avait personne et à part les rondes de nuit, il n'y avait rien à faire. Je passai 4 mois dans ce chantier sans qu'aucun incident ne vînt troubler ma vie. Un soir, on frappa à la porte. J'allais ouvrir en pensant que c'était quelqu'un de la maison, mais je me trouvais en face de 2 hommes et d'une femme. Je connaissais bien l'un d'eux, c'était un chauffeur appelé Rinaldi. Au chantier de la ville où je travaillais auparavant, il était le seul à ne pas me tourner en ridicule pour mes lunettes et ma voix. Un homme tout à fait à l'opposé de moi, aussi raffiné que je suis rustre, brun, grand et robuste alors que je suis mal fait, ayant auprès des femmes tous les succès que je n'ai pas. Et c'est peut-être parce qu'il était aussi différent de moi et que j'aurais voulu lui ressembler que je m'étais attaché à lui. Une femme l'accompagnait, petite rondelette, avec un visage ovale, de grands yeux d'un gris délavé et une bouche au coin relevé qui paraissait toujours sourire. On l'appelait Emilia. Quant au troisième, un nommé Teodoro, natif de Monterotondo, il avait des cheveux courts, frisés, des yeux jaunes de chat, un nez pointu et des joues violacées, comme si la tramontane n'avait cessé de lui souffler à la face. Rinaldi me dit qu'il avait à me parler, et je le fis entrer dans la baraque. Vincenzo, me dit-il après m'avoir offert une cigarette, je t'apporte une chance de gagner quelque chose sans te donner de mal, et même sans cesser d'être gardien. J'écarquis les yeux sans rien répondre et, encouragé par mon silence, il expliqua qu'ils avaient un important lot de marchandises prélevées, si l'on peut dire, sur le stock d'un magasin de la ville. Il ne s'agirait pour moi que de leur donner l'autorisation de déposer ces objets volés dans une des baraques. Ils viendraient ensuite les retirer en temps voulu et me donneraient alors une part de leurs bénéfices. La fièvre me monta à la tête en entendant ces propositions, mais je ne pouvais refuser. Rinaldi était pour moi comme un frère. Je bégayai. Écoute, Rinaldi, je suis gardien, n'est-ce pas? Pour sûr. Eh bien, gardien je suis, gardien je veux rester. C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous ferez ce que vous voudrez. Vous pouvez mettre vos affaires dans la baraque. Allez, venir. Moi, je ne sais rien. Je ne vous ai pas vu. Je ne vous connais pas. Et si par hasard on vous interroge, vous répondrez que vous ne vous êtes jamais trouvé en face de moi, ce qui signifie que vous avez entreposé les choses à mon insu. Ils hochaient la tête, perplexes. Théodoro me dit sur un ton presque menaçant. Mais dis donc, tu y feras attention à nos affaires. Ce ne serait pas une raison parce que tu prétends ne pas nous connaître. Tu ne sais pas qui est Vincenzo, l'interrompit Rinaldi. Ne t'inquiète pas. Je suis gardien, hein, dis-je alors. Eh bien, je garderai aussi vos affaires. Théodoro, toujours lui, ce Théodoro, insista. Tu peux être tranquille, tu y gagneras. Et moi, vexé, sois tranquille toi-même, Butor, je ne veux rien de vous, rien, vous avez compris.
revint au bout d'un certain temps avec son camion. Ils déchargèrent leurs marchandises dans une des baraques, la cachant derrière des barils. Je ne vis rien, mais ils me dirent que c'était des tissus. Avant de partir, Emilia me lança un regard qui me parut amical, et ce fut toute la récompense que j'en eus. Par la suite, ils revinrent encore 3 ou 4 fois, toujours avec Emilia. Ils m'avertissaient par un coup de klaxon. J'allais rapidement ouvrir les grilles, ils déballaient la marchandise et s'en allaient. Je ne leur permettais pas de s'attarder et pendant qu'ils déchargeaient le camion, je restais enfermé dans ma baraque. Mais j'eus encore des discussions avec ce Teodoro qui prenait toujours des airs autoritaires. Je ne pouvais pas le souffrir. Emilia me souriait et avait toujours pour moi quelques bonnes paroles. Une fois, elle me demanda « Tu ne t'ennuies pas ainsi, tout seul ?» Et je lui répondis « La solitude, ça me connaît. » Voilà qu'un jour, en ouvrant le journal, je vois qu'on a arrêté Teodoro, Rinaldi et plusieurs autres. Le journal les appelait la bande Perce-Muraille, parce qu'ils pénétraient dans les magasins en faisant un trou dans le mur du local voisin. D'autres fois, ils se glissaient dans la cave, mais toujours par un trou. Le journal publiait les photos de Rinaldi, de Teodoro et de nôtres, le cou nu, le menton haut, les yeux écarquillés. Et en gros titre, la justice met la main sur une dangereuse bande de malfaiteurs. Heureusement, Rinaldi, en tant que chauffeur, était le moins compromis et il n'était pas fait mention d'Emilia. Nous étions en hiver, et une nuit qu'il pleuvait et ventait, et que la cour n'était plus qu'un lac, j'entendis frapper à ma porte. Je vais ouvrir et me retrouve en face d'Emilia. Mais dans quel état, Seigneur? Enceinte, avec un ventre déjà proéminent, son beau visage tout tiré, elle avait reçu la pluie, paraissait en loques et ses cheveux étaient collés sur son front et ses joues. Elle entra et sans parler me tendit un billet de Rinaldi. Il me disait qu'il en avait pour 1 an de prison et que pendant ce temps il me confiait Emilia, m'envoyant une somme pour son entretien et il me recommandait la marchandise entreposée qui lui appartenait en entier, les autres ayant déjà touché leur part. Rien de plus. Rinaldi, pensais-je, était vraiment convaincu qu'il pouvait faire de moi ce qu'il voulait, et il avait raison parce que, pour lui, j'étais capable de n'importe quoi. C'est ce que je dis à Emilia en lui offrant mon lit pour la nuit, tandis que je dormais par terre sur des couvertures dans la pièce voisine. Ainsi commença notre vie commune. Quelques mois plus tard, si quelqu'un était venu à l'entrepôt, il aurait certainement pensé que j'avais pris femme et que j'étais à la fois heureux époux et heureux père. Le soleil d'octobre brillait sur la cour au milieu de laquelle Emilia, les manches retroussées sur ses bras ronds, lavait et rinçait mes chemises dans l'eau de la barrique. Du linge à sécher était étendu sur des cordes. Moi, dehors au soleil, assis sur une chaise devant ma baraque, je berçais dans mes bras l'enfant d'Emilia, un petit garçon qui s'appelait Vincenzo, comme moi. À côté de ma baraque, une autre plus petite, que j'avais construite moi-même, laissait échapper une odeur de macaroni en sauce, car Emilia faisait ma cuisine et je n'allais plus à l'auberge. Quiconque, dis-je, m'aurait vu jouer avec le poupon, tandis qu'Emilia, calme et souriante, faisait, tout en me parlant, sa lessive dans la barrique, nous aurait pris pour une heureuse famille. Mais tout n'était qu'apparence. L'enfant appartenait à Rinaldi, Emilia était la femme de Rinaldi, et les tissus cachés dans l'entrepôt étaient propriété de Rinaldi. Et moi, dont le métier était de garder les marchandises de ma maison, je gardais maintenant aussi celles de Rinaldi. Mais pour le reste, c'était comme si j'avais été marié. Emilia était si gentille, ne me laissant manquer de rien, et le bébé était si beau et si facile. Le seul ennui, c'est qu'il me fallait toujours parler de Rinaldi à Emilia, qui comptait les jours et les mois avant son retour. Non qu'il me déplut de parler de lui, mais une chose est d'être une amante comme Emilia, et une autre d'être un ami comme je le suis. Et puis on eût dit qu'il n'y avait que lui au monde, et que je n'existais pas. Je le lui dis un soir, et dès lors, comme si pour la première fois elle avait découvert que moi aussi j'étais un homme, elle commença à me harceler sur le chapitre de l'amour. C'était une plaisanterie pour elle. Moi, au contraire, je souffrais, m'étant aperçu que j'étais épris
si bien qu'un jour je lui déclarai: Tu es à Rinaldi, alors laisse-moi en paix. Bien sûr que je suis à Rinaldi, dit-elle, mais tu es un véritable ami qui ne doit pas être jaloux. Et les choses en restèrent là. Une nuit, il me sembla entendre du bruit. Je me levai, pris mon revolver et sortis de mon logis. C'était une nuit de pleine lune, et l'astre paraissait être tombé dans l'eau de la barrique qui resplendissait comme de l'argent. On distinguait chaque pierre de la cour, chacune flanquée de son ombre, grande ou petite, et les collines environnantes étaient toutes noires dans le ciel clair. Bref, on y voyait comme en plein jour. Aussi trouvai-je immédiatement mon intrus. Halte là, lui criai-je pendant qu'il se faufilait entre une baraque et l'autre, mais il me fit face aussitôt en disant: Baisse ce revolver, ne me reconnais-tu pas? C'était Teodoro, celui de Monterotondo, mais incroyablement changé, vêtu de haillons, les joues pâles couvertes d'un duvet rougeâtre, ses yeux jaunes enfoncés comme ceux d'un loup. Je suis venu retirer ces tissus, dit-il. Le camion est là, dehors, avec des amis. Ces tissus appartiennent à Rinaldi, répliquai-je. Nous commençâmes à discuter, lui sur un ton d'abord impérieux, puis il m'offrit de faire part à deux. Je refusai. Nous étions debout, à côté de la barrique. La fenêtre d'Emilia s'était éclairée, elle devait nous regarder. Finalement, j'ordonnai: Va-t'en, ça vaudra mieux. Je m'en vais, n'aie pas peur, fit-il en se dirigeant vers l'entrée. Mais je ne le quittai pas des yeux, tout en le suivant, car je savais qu'il était homme à se servir d'un couteau. Et, en effet, à quelques mètres de l'entrée, le voilà qui bondit sur moi. Je recule d'un pas et je tire. Le croiriez-vous? Il continua à avancer vers moi, la face tendue avec ses yeux de loup, une main pressée sur sa poitrine à l'endroit où je l'avais atteint, l'autre tenant son couteau. Je tirai une seconde fois, et alors il s'écroula. Au matin, les carabiniers vinrent faire une enquête et découvrirent que le mort était un repris de justice qui s'était récemment échappé de prison. Et ce fut tout. Mais je reçus une récompense de mes patrons pour avoir si bien défendu leur propriété. Je dis à Emilia: Rinaldi a commencé par me rendre voleur, et voilà que maintenant je suis assassin. Tu t'es défendu, c'est tout, répondit-elle. Ce que j'en dis, puisque je suis gardien, de toute façon je devais tirer. Le hasard voulut que le jour même où Rinaldi, enfin libéré, vint reprendre Emilia, le bébé et les tissus, je venais de recevoir de ma maison l'avis que l'entrepôt devait être déménagé au plus tôt. Ainsi, tout finissait à la fois, et je ne ferais plus le gardien pour personne, ni pour ma maison, ni pour Rinaldi. Celui-ci vint une nuit, un peu après minuit, avec son camion. Sur le pare-brise, il avait écrit en lettres blanches: Emilia. Rinaldi, dis-je, voici Emilia telle que tu me l'as confiée. Voici ton fils, et là-dedans toutes tes étoffes. Comme tu peux le voir, tout est en ordre. Il souriait, heureux de retrouver Emilia et l'enfant. C'est bien, Vincenzo. Je savais que je pouvais avoir confiance en toi. C'est très bien. Mais j'éprouvais un sentiment mélangé de rage et de tristesse. Je suffoquais presque, et je répétais: Rinaldi, tu peux voir que tout ce que tu m'as confié, je te le rends tel quel. Il voulut me donner de l'argent, insista pour m'offrir une montre, me proposa de me conduire à Rome avec le camion, mais je refusai tout, en protestant. Je ne veux rien accepter. Suis-je gardien, oui ou non? Je n'accepte rien. Je sentais que j'étais amoureux d'Emilia et je regrettais, et j'étais heureux en même temps de l'avoir respectée. Moi-même, je chargeai la marchandise sur le camion, et puis Rinaldi monta avec Emilia qui souriait, tenant dans ses bras le bébé enveloppé d'une couverture. Il me cria sans malice, sans doute: Eh bien, à bientôt et gardien. Quelques jours après arrivèrent les camions de la maison. Les hommes chargèrent les tuiles, les sacs de ciment, les tuyaux, les barils de goudron. Le mur d'enceinte fut démoli et les briques chargées à leur tour. Enfin, on s'attaqua aux baraques dont les planches mêmes furent enlevées. Du matin au soir, pendant plusieurs jours,
les camions ne firent qu'aller et venir, soulevant une grande poussière, chargeant et emportant. Finalement, un matin, ils démolirent ma baraque et l'emportèrent. Je restai le dernier. Il n'y avait plus rien maintenant sur la terre battue où déjà pointait l'herbe, que çà et là des débris de tuiles, des flaques d'eau, et tout autour les collines. J'avais passé presque 2 ans dans cet endroit et c'était fini. Une valise de fibres liée à la selle de ma bicyclette contenait tout ce que je possédais. Je pris ma bicyclette à la main et la conduisis du côté de la Salaria. Une fois sur la grande route, j'enfourchai ma machine et pédalant sans hâte, je me dirigeai